Allô tout le monde, ça fait longtemps que je vous ai parlé. Et en fait, cette semaine, j'avais vraiment envie de vous faire une présentation d'une fille que j'ai rencontrée ici dans le Rio Dulce. C'est assez fou son histoire parce qu'elle est arrivée ici, elle voyageait en voilier mais aussi en stop. Puis elle a fini par se trouver un voilier en acier abandonné. Puis elle a commencé à le retaper. Et ça fait maintenant 1 an qu'elle travaille là-dessus. Et aujourd'hui, elle n'est pas rendue juste avec un voilier en acier, elle est rendue avec 3 voiliers. C'est vraiment une histoire de fou, puis une histoire de persévérance. Fait que j'avais vraiment envie de vous la présenter puis qu'elle vous raconte son histoire. J'espère que ça va vous plaire. Puis en même temps, ça vous amène des nouvelles histoires à suivre parce qu'elle a une chaîne YouTube où est-ce que vous pouvez suivre toutes ces mésaventures. Je m'appelle Justine, j'ai 24 ans, bientôt 25, le 18 avril. Et je viens de l'île du nord de la France. Moi, j'ai appris à naviguer en bateau stop quand j'avais 20 ans, donc c'était il y a 4 ans. En fait, quand j'avais 17 ans, j'ai lu le livre d'un gars qui avait fait le tour du monde en stop. Et je me suis dit, un jour, je ferai pareil. Et il parlait de traverser l'Atlantique en bateau stop. Alors là, j'ai commencé à me renseigner. Je ne savais même pas que c'était possible de vivre sur des voiliers. Je m'étais jamais vraiment renseignée sur ce monde-là. Et à partir de ce moment, j'ai décidé que moi aussi je voudrais faire du bateau stop et apprendre à naviguer. Donc j'ai commencé à faire du bateau stop en Europe, dans différents endroits. Et après, j'ai décidé de traverser l'Atlantique à la voile. Et puis j'ai vécu dans les Antilles pendant le Covid, donc j'ai beaucoup navigué. J'ai rencontré des navigateurs qui m'ont mis sur leur bateau. Je me suis fait plein d'amis sur les bateaux. Et puis à un moment donné, j'ai vécu ma première expérience en tant que capitaine avec le voilier de mon ex-copain, qui était un petit voilier 6 mètres. Donc j'ai traversé de Saint-Martin à la République Dominicaine. On était juste deux sans pilote automatique sur ce petit voilier là, cette petite coque de noix comme je disais tout le temps. Et puis ensuite République Dominicaine à Aruba, au nord du Venezuela. Et puis de là, le bateau a été vendu et j'ai continué à naviguer sur le bateau qui est le mien maintenant. Regarde. J'ai à peine posé le marteau dessus, ça a fait un trou. T'as vu ? Là, c'est en train de prendre un tournant décisif dans le bateau. Non, messieurs et mesdames, je ne vais pas abandonner le projet. Je vais juste refaire un bateau neuf des pieds à la tête. Ah non, mais là, ça part sur quasi une construction de bateau, quoi. Je vais refaire toute la coque, quoi, presque. En fait, tout a commencé quand j'ai récupéré un bateau ici, qui était, on va dire, abandonné. Et j'avais jamais travaillé dans la rénovation de quoi que ce soit, je savais rien faire, mais je me suis dit je vais apprendre. Oui, je l'ai eu. Oups. Oh merde. Bon bah c'est le marteau que j'ai pété, c'est pas assez dur. Et c'était un gros chantier en fait. Il y avait vraiment la coque pourrie, mais pourrie, plein de rouille. Et il y avait déjà plus rien dedans en fait. C'était une coque nue, c'était un squelette. J'avais l'impression d'être dans le ventre d'une grosse baleine en fait. C'était impressionnant. Et donc ouais, maintenant, quand je l'ai récupéré, je me suis dit que j'avais vraiment tout à refaire. Donc déjà, commencer par la coque, ça me facilitait le travail du fait qu'il n'y avait rien dedans parce que je pouvais direct m'attaquer à l'essentiel. Mais je savais que par la suite, il allait falloir faire l'intérieur, refaire l'électricité, remettre le moteur, tout en fait. Donc j'ai décidé d'apprendre à souder moi-même, pour faire les travaux moi-même parce que ça coûterait trop cher sinon, et puis c'est cool aussi d'apprendre de nouvelles choses. Alors j'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'ai regardé des gens souder, puis je me suis entraînée 2-3 après-midi à côté de mon bateau.
Et puis après voilà, j'ai commencé à souder une tôle sur mon bateau. Bon, c'était pas si facile que ça, hein, parce qu'il fallait déjà commencer à utiliser les machines avec les disques, les meuleuses avec les disques, pour découper le métal. Alors ça, j'ai galéré au début, j'ai dû casser une vingtaine de disques. Puis enlever la tôle, préparer la nouvelle tôle, savoir bien la préparer, puis ensuite souder, c'était tout un long processus au début. Hein. Je prenais vraiment des journées pour faire un truc qu'un soudeur aurait fait en une matinée, quoi. Mais c'est comme ça que j'ai appris et puis j'ai réussi. Et maintenant j'en suis à souder des tôles de 2,40 m sur 60 cm dans le fond du bateau. Le plus difficile avec la soudure, c'est de souder au plafond. Quand tu soudes vers le haut comme ça là, parce qu'en fait, il ne faut pas que tu bouges. Il faut vraiment que tu restes. C'est pour ça que moi, je vois la soudure un peu comme de la méditation. Tu sais, tu es concentré, tu penses à rien et tu as juste envie de réussir dans ta tâche. Et donc, tout ton mental, tout ton corps est concentré dedans. Tu vois, c'est comme garder une posture et pas bouger, tu vois, et te focus que sur ça et tout le reste. C'est vraiment chouette. Je suis en train de péter un câble avec la rouille, genre là je deviens folle quoi. Je commence presque à me demander des fois comment je vais faire vraiment, mais des fois je me dis je vais tout couper quoi. Je pense que je vais vraiment finir par faire ça, genre là-bas. Tout ça en fait ça a découpé. Tout ça, là c'est pas bon aussi. Aïe, je me suis coupée. Tout ça c'est à découper, du coup je vais sûrement faire une grosse plaque. Là-dedans c'est pourri aussi. Là il y a un trou. C'est l'horreur. Là en fait je pense que je vais... Là en fait tout là dans la lignée, il y a des trous. En fait là il y a une structure. Et c'est au niveau de la structure, ça rouillait tout du long. Et là-bas, mais c'est horrible quoi. Sous là où il y a le moteur qui est normalement placé. C'est tout rouillé quoi. Ça s'étend. Du coup je me demande si je vais pas découper tout ça. Tout autour là c'est pourri. Et ça continue là-dessous. Et ouais. Et là-bas il y a ça aussi. Il y a l'arbre d'hélice qui est soudé. Et au niveau de là où il est soudé, c'est pourri quoi. Du coup je sais pas comment je vais faire en fait. Il faudrait que je puisse enlever et ressouder toute une plaque là, mais ça m'a l'air ultra compliqué quoi. Ça vraiment c'est. J'arrête pas de réfléchir à ça depuis cet après-midi. Toi, tu as souvent des volontaires avec toi. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé à avoir ça Ben, je sais pas trop, à vrai dire, c'est vrai que c'est marrant, ça m'est venu tout seul en fait, l'idée d'avoir des volontaires sur le chantier. Tu es prêt à commencer la journée? Ça va, nickel. Là, faut commencer, là, on va envoyer du sec aujourd'hui. Hein. On va envoyer du sec. Du sec. Ah ouais? Je crois que j'avais fait un post sur Facebook juste où je parlais mon projet sans dire que je cherchais des volontaires. Et puis ils m'ont dit hey, nous on va passer par là, on pourrait venir te filer un coup de main, ça nous ferait grave plaisir. Et de là en fait il y a toute une chaîne de bouche à oreille qui s'est formée où des gens entendaient parler du projet, ils en parlaient à d'autres gens, qui en parlaient à d'autres gens, ou des voyageurs qui m'avaient rencontré, qui en parlaient à d'autres endroits du pays. Et puis il y a plein de gens qui ont fini par débarquer ici. Et puis c'est une belle dynamique d'avoir des volontaires. Quand j'avais des moments où j'étais un peu démotivée, j'avais les volontaires qui... Je me réveillais à 9h et dès 8h, eux ils étaient déjà sur le chantier, j'arrivais, j'entendais les machines. C'était super motivant parce que c'est vrai que c'est fatigant de travailler tous les jours sur un chantier. Alors il y a des moments où j'avais besoin de me reposer quoi. Et de voir qu'il y a des gens qui sont là pendant 2 semaines et qui se mettent à fond direct, waouh, ça fait trop du bien. À ce moment-là, tu pensais que ça allait te prendre combien de temps de réparer le bateau? En fait, je l'ai récupéré en fin mars je crois. Et en fait, je pensais que je serais prête pour l'été. Genre juillet, août. Pas du tout. Pas du tout. Mais là, on est en mars. En mars, une année plus tard, je suis pas encore prête. Bon, j'ai super bien avancé, mais ce qui m'a vraiment ralenti le chantier, c'est le sablage. En fait, j'ai demandé à la marina de sabler le bateau, c'est-à-dire c'est un travail qui consiste à envoyer à une forte pression du sable sur la coque et ça te le rend comme sortie d'usine, il n'y a plus un peu de rouille, plus rien. Et en fait, pour faire un travail qui aurait duré 2 semaines, voire 3 grand maximum, ils ont pris 6 mois.
Parce qu'il venait une journée, il partait 2 mois. Il revenait 2 journées, il partait 1 mois. Et là j'ai développé un gros stress en fait, une fatigue émotionnelle comme on dit, parce que je me réveillais tous les matins en me disant ah bah ils m'ont dit qu'ils viennent aujourd'hui, alors je vais au bateau, je les attends. Puis j'attendais 2 heures et donc je faisais rien en attendant parce que je pouvais pas avancer, je savais qu'ils allaient venir. Et en fait il se passait rien et ça a duré comme ça des journées, donc ça m'a vraiment ralenti, ça m'a vraiment démotivé à certains moments. Mais j'ai persévéré, je savais que j'allais y arriver et puis avec un peu de patience, on est arrivé à la fin du sablage, après 6 mois. Et là, ça y est, je commence enfin à pouvoir refermer tous les trous du bateau et ça fait vraiment du bien. Donc il y a 1 an, on m'a donné Lady Océane, qu'il fallait que je retape. Et ce bateau avait un moteur vraiment en sale état. Et il y a quelques mois, j'ai un ami qui a commencé à reprendre un autre voilier aussi en acier, qui est vieux d'une centaine d'années, 105 ans. Et au moment de commencer la rénovation, il s'est rendu compte qu'en fait la coque était trop pourrie. Pire que mon bateau, vraiment, il aurait fallu refaire une coque complète. Donc, il s'est rendu compte que ce projet n'allait pas être possible pour lui. Donc, il m'a donné le bateau pour que je le récupère pour pièces. Donc, incroyable, en fait c'est venu parce qu'il s'est rendu compte que j'avais pas le bon moteur et lui il s'est dit bon, moi je peux pas retaper mon bateau mais j'ai quand même des beaux meubles à l'intérieur et j'ai quand même un super moteur, qu'est-ce que je peux en faire? Ben, le donner pour un bon projet pour que ça puisse continuer à vivre et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec ce bateau entre les mains. Donc le plan c'est que je le démonte, je démonte tout ce qu'il y a dedans, tout ce qui est récupérable, que je garde ce qui est bon pour moi. Et ensuite, quelqu'un viendra et le découpera et le bateau disparaîtra pour toujours. Mais non, pas pour toujours, parce que j'aurai son moteur qui me suivra dans mon bateau. Et de cette histoire est venu un autre tournement de situation assez incroyable. C'est qu'une personne était vachement intéressée par des pièces de ce bateau, qui est un bateau centenaire, et venait le voir pour voir les pièces qui l'intéresseraient à acheter en fait, pour décorer sa marina. Il y avait un winch antique, il y avait plein de choses. Et donc on avait placé ce nouveau bateau-là, le bateau centenaire, à côté de Lady Océane, pour faciliter les déplacements d'affaires. Et en fait il voit mon bateau Lady Océane et il me dit mais attends, mais c'est ça que tu répares là? Je dis bah ouais, pourquoi? Il me dit non mais quand même t'as un sacré boulot là, c'est chaud. Tu veux pas un bateau en meilleures conditions? Je te l'échange contre la baume et l'encre du bateau centenaire. Moi je me dis attends, on va encore me proposer un bateau pourri, c'est bon là j'en ai assez, tu vois. Mais je me dis je vais quand même aller voir, on sait jamais. Et puis il m'emmène dans cette marina et puis il me montre ce bateau qui est voilà, quasi la réplique de Lady Océane mais en plus grand et en beaucoup mieux. Donc je suis rentrée dans le bateau, j'ai vu l'état de la coque qui était quand même en meilleur état, il y avait peut-être 3-4 petites soudures comme ça à faire. Et là j'ai pleuré en fait, je me suis dit c'est ma libération, c'est ma libération. Je vais enfin sortir du chantier. Et j'étais trop contente et en même temps je pleurais parce que je me disais mais merde, mais qu'est-ce que je vais faire de Lady Océane, qu'est-ce que je vais en faire? Et voilà, et donc là c'était gros questionnement pendant plusieurs jours avec ces 3 bateaux qui me tombaient sous les mains. Bienvenue à mon 3e bateau. Ouais, c'est un peu fou, c'est arrivé hier. En fait, ce bateau était abandonné depuis 3 ans et il vient de me tomber dessus. Voilà, un peu comme les autres, un peu comme un claquement de doigts. C'est un voilier de 12 mètres, donc qui fait 1,5 mètre de plus que Lady Océane, un ketch en acier, pareil. Un peu plus grand, il a plus d'espace, il a 3 cabines à l'intérieur, il a un cockpit central et surtout il a une coque en super état comparé à mon bateau. Maintenant que tu t'es fait donner ce bateau-là, qui est en vraiment meilleur état, est-ce que tu sais qu'est-ce que tu vas faire de Lady Océane? Ouais, je me suis dit Lady Océane, je peux pas l'abandonner. Il y avait des gens qui me disaient mais c'est bon Justine, emmène-le à la casse comme l'autre, tu récupères l'argent pour le prix du plomb et du métal et tu retapes le nouveau. Moi je me suis dit je peux pas faire ça, c'est mort, je me suis trop investie dedans, même si tout mon investissement, tout ce que j'ai mis dedans, il est revenu avec ce bateau, je peux pas l'abandonner.
Donc en fait est venue l'idée d'en faire un bateau école pour la communauté. J'avais commencé à me mettre en contact avec des écoles du Rio Dulce, c'est rigolo, la semaine avant qu'on me donne ce nouveau bateau. Et dans une de ces écoles, ils donnaient des formations de soudure en fait. Et quand je les ai appelés, ils m'ont dit mais ça serait génial que tu viennes, ça fait longtemps qu'on a envie de mettre des formations de soudure en place pour les femmes, parce qu'il n'y a aucune femme qui soude au Rio. Et ils m'ont dit viens et puis on en parle. Et donc direct, je me suis dit mais en fait, c'est vrai que ça serait incroyable de pouvoir permettre aux jeunes qui apprennent la soudure et aux femmes de venir participer à ce projet de reconstruction de bateau en apprenant directement sur le terrain. Parce qu'en fait, ce que je me suis dit, c'est que quand tu t'impliques, quand tu apprends quelque chose et que tu t'impliques dans un projet, que tu mets en pratique ce que tu apprends dans un projet réel, ben, ça te motive beaucoup plus, ça donne sens à ce que tu fais en fait. C'est comme quand tu vas à l'école, qu'on t'explique les mathématiques mais que tu restes là, genre moi. Alors que si on t'emmène si on t'emmène sur un chantier où tu peux rénover un bateau parce que tu es en train d'apprendre la soudure, bah là direct tu es là, ah ouais, moi aussi je peux faire ça, moi aussi je peux faire un truc aussi stylé. Donc, comment tu as fait pour financer tous tes outils, tous les travaux que tu as fait? Comment tu as fait pour faire ça? En fait, j'ai fait une vidéo où j'expliquais ce projet dans lequel je me lançais et j'ai créé une cagnotte en ligne sur GoFundMe. Et de là, en fait, on commençait à venir plein de donations pour supporter le projet et m'aider à le réaliser jusqu'au bout. Et donc, pour que les gens puissent continuer à suivre cette histoire et à voir les avancées et à être intéressés aussi et continuer à partager, montrer en fait que tout est possible à travers la réalisation de ce projet, j'ai continué à faire des vidéos sur YouTube sur les avancées des travaux. C'était comme un échange. Les gens, ils donnent des sous, mais ils peuvent suivre ton projet en regardant les vidéos aussi. Et puis pour moi, c'était vraiment important de continuer à partager cette histoire, même s'il n'y avait pas de donation, même s'il ne se passait rien là-dessus. Parce que je trouve que c'est super important de montrer des histoires folles où les gens pensent que c'est pas possible, alors qu'en fait tu te rends compte que si c'est possible à partir du moment où tu crois fort en toi, que tu persévères, tu peux réaliser tous tes rêves. Est-ce qu'il y a des moments où est-ce que tu as eu envie d'abandonner? Il y a des fois des gens qui passaient et qui me disaient par exemple ce projet c'est pas pour toi, te lance pas là-dedans, là, c'est trop, tu vas pas y arriver, c'est trop pour toi. Moi ce que j'entendais en fait c'est trop pour une fille, tu vois. J'avais ce genre de remarques, ou alors j'avais des remarques comme ah bah alors t'as toujours pas abandonné, tu sais, un peu en rigolant, sarcastique, mais moi je trouvais pas ça très drôle. Mais au final ces remarques, elles me faisaient réfléchir, elles me faisaient me demander est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce projet? Est-ce que ça serait pas plus simple de l'abandonner, tu vois, de faire autre chose, quelque chose qui ne crée pas autant de stress, qui ne crée pas autant de difficultés, où il n'y a pas autant de challenges? Mais non, en fait, toutes ces choses qu'on me disait, ça me donnait de la force pour continuer. Ça me faisait me rendre compte qu'en fait, j'avais vraiment envie de faire ce projet. Peu importe ce que les gens me diraient, j'irai jusqu'au bout, parce que je l'avais décidé. Qu'est-ce que tu penses faire avec le bateau quand il va être à l'eau? Avec la baleine blanche, le nouveau bateau, j'ai envie de faire un projet de développement personnel. J'ai envie que chaque équipier qui rejoigne mon bateau pour naviguer se réalise en fait une sorte de mini-projet personnel lié à une passion qu'il a, quelque chose qui l'anime, quelque chose qui lui donne envie de se lever le matin et de jamais s'arrêter. Donc, parce qu'en fait, moi, en réalisant ce projet, j'ai vraiment amélioré ma relation avec moi-même, ma relation avec les autres, j'ai appris plein de nouvelles compétences. Et c'est ça en fait que j'ai envie de donner aux gens. Parce que je me dis que si chaque personne réalisait un petit projet si chaque personne se mettait à réaliser un projet par rapport à quelque chose qu'il aime vraiment dans le fond, qu'il le réalisait du début à la fin, il ressortirait de là avec toutes ces choses aussi, toutes ces choses que m'ont donné ce projet. Et je pense que c'est quelque chose de beau et d'important pour avancer dans la vie, parce qu'après ça te reste, parce que tu as amélioré ta confiance avec toi-même, tu as amélioré tes bonnes pensées, tu apprends à vraiment penser positif. C'est une super école de la vie en fait. Donc j'ai vraiment envie de faire ça, de pouvoir donner ça aux gens. Et ça peut être de n'importe quel domaine. Il y a une fille par exemple qui est venue faire du volontariat au bateau.
qui s'appelle Marjo. Elle va venir rejoindre le bateau à l'eau dans quelques mois. En fait, elle m'a dit que son rêve c'était de créer un podcast sur les femmes inspirantes dans le monde. Donc quand je lui ai expliqué ce projet que j'avais avec le bateau, elle m'a dit mais écoute, moi j'adorerais te rejoindre quand tu es à l'eau et créer un podcast sur le bateau où en fait on suit ton histoire, on suit les navigations du bateau, la vie quotidienne avec les gens à bord, les aventures vécues, et dans chaque pays où on va, elle ira rencontrer une femme inspirante, une femme indépendante qui a réalisé quelque chose de chouette à partager et puis elle partagera ça sur le podcast. Et ça fait plusieurs mois qu'on est encore en contact là, et qu'à chaque fois elle me donne des nouvelles de son projet qu'elle commence à vraiment mettre en place. Enfin, pour dire qu'il y a déjà quelqu'un qui est super intéressé, ça me fait vachement plaisir. Mais voilà, ça peut être de plein de domaines différents, ça peut être par rapport à l'environnement, ça peut être par rapport au sport, à la musique, ça peut être de tout genre. Yeah! Voilà. Puis, est-ce que tu sais où est-ce que tu voudrais naviguer avec le bateau? Partout! Avec le bateau, j'ai vraiment envie d'aller partout, de me dire que j'ai toutes les possibilités. En ce moment, ce qui me fait vraiment triper, c'est de me dire que quand le bateau sera à l'eau, je profiterai un peu plus des endroits des Caraïbes que j'ai pas vu, comme Cuba, Jamaïque, retourner en Colombie, et puis traverser l'Atlantique pour faire la boucle en fait. La traverser, passer par les Açores, la côte d'Afrique de l'Ouest, le Cap-Vert, et pour redescendre et retraverser vers le Brésil. Faire une boucle de l'Atlantique. Et là je me dis mais ça serait incroyable après ça de descendre plus au sud et après de traverser vers l'Afrique du Sud et Madagascar et là profiter de l'Indien. Et voilà, je sais vraiment ce qui va se passer, ça se trouve je vais aller au Québec avec les copines. Non, franchement ce que je dis toujours c'est que j'ai des idées mais j'ai pas de plan. Les idées elles peuvent changer et c'est ça qui est chouette dans la vie aussi, c'est pas de rester sur des plans fixes, sinon tu casses le naturel des choses et du moment présent. Pour ceux d'entre vous qui veulent suivre cette grande aventure, vous pouvez suivre mes vidéos sur YouTube. S'il y a aussi des soudeuses qui regardent cette vidéo, sachez que je suis à la recherche de soudeuses qui voudraient venir faire du volontariat au bateau parce que j'aimerais ça, montrer une autre femme professionnelle dans les vidéos de laquelle je pourrais aussi apprendre plein de choses. Mais aussi si c'est un garçon, ça me va très bien. Et puis s'il y a d'autres volontaires qui veulent rejoindre l'aventure, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez m'envoyer un message. Voilà.